Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangeras-tu? On nous fait manger des têtes de morue blanches. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, tu vas en boire à tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-tu? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gagnera pas comme nous. Chapitre 6. 1 heure s'était écoulée depuis qu'ils avaient été embarqués de force.
La porte avait été fermée à clé derrière eux, et, semblait-il, Saxif Dan était trop préoccupé d'échapper à l'étalon blanc pour se soucier d'eux. À travers la claire-voie d'un hublot, Elric avait vu dans la direction de l'endroit où leur navire avait été coulé. Ils en étaient déjà à des lieues de distance, et pourtant il lui semblait encore apercevoir, de temps en temps, la tête et les épaules de l'étalon par-dessus les vagues. Vaslis s'était remise. Elle était assise, pâle et tremblante, sur le divan. Que sais-tu de plus sur ce cheval lui demanda Elric. Si tu pouvais te rappeler quelque chose que tu as ouï dire, cela pourrait nous être utile. Elle secoua la tête. Saxifdan en parlait peu, mais je crois comprendre qu'il craint le cavalier encore plus que la monture. Ah, fit Elric en fronçant les sourcils. Je m'en doutais. Et ce cavalier, l'as-tu jamais vu? Jamais. Je crois que Saxifdan ne l'a jamais vu non plus. Il pense, me semble-t-il, que c'en serait fait de lui si ce cavalier montait jamais sur les talons blancs. Elric eut un sourire qui ne s'adressait qu'à lui-même. Pourquoi posez-vous tant de questions sur le cheval? S'enquit Smjorgan, tête chauve. Elric hocha la tête. Un instinct, c'est tout. Un demi-souvenir. Mais je préfère ne rien dire, et penser le moins possible, car il ne fait aucun doute que Saxif Dan, comme Vaslis l'a suggéré, a un certain pouvoir de lire dans les pensées. Ils entendirent au-dessus d'eux des pas, qui descendirent jusqu'à leur porte. Un verrou fut tiré, et Saxif Dan apparut dans l'embrasure, les mains dans ses manches d'or. Il avait recouvré tout son sang-froid. Vous excuserez, je l'espère, la manière autoritaire dont je vous ai envoyé ici. Il y avait un danger qui devait être évité à tout prix. En conséquence, mon comportement a laissé quelque peu à désirer. Un danger pour nous? Demanda Elric. Ou bien pour vous, comte Saxif Dan? En l'occurrence, un danger pour nous tous, je vous l'assure. Qui monte ce cheval? Demanda Smjorgan sans embâge. Et pourquoi craignez-vous cette personne? Comme le comte Saxif Dan était à nouveau maître de lui-même, il ne laissa paraître aucune réaction. Ceci est mon affaire, et cela est strictement personnel, répondit-il doucement. Voulez-vous à présent dîner avec moi? La jeune fille fit un bruit de gorge, et le comte Saxif Dan tourna vers elle un regard perçant. Gratiécha, tu désires sans doute te nettoyer et te faire belle. Je vais veiller à ce qu'on en mette les moyens à ta disposition. Je ne suis pas Gratiécha, répondit-elle. Je suis Vaslis, la fille d'un marchand. Les souvenirs te reviendront, dit-il. Avec le temps, tu retrouveras la mémoire. Il y avait dans sa voix une telle conviction, une telle puissance obsessionnelle, qu'Elric lui-même frémit de crainte révérentielle. On va t'apporter le nécessaire, et tu peux utiliser cette cabine comme tienne jusqu'à notre retour à mon palais, à Faligarn. Mes seigneurs, il fit un signe aux deux hommes qui devaient se retirer. Je refuse de la quitter, Saxif Dan, dit Elric. Elle a trop peur. Tout ce qu'elle craint, c'est la vérité, mon frère. Ce qu'elle craint, c'est vous et votre folie. Saxif Dan haussa les épaules, l'air indifférent. Je vais sortir le premier alors, si vous voulez bien m'accompagner, mes seigneurs. Il quitta la cabine à grands pas, suivi de Smjorgan et d'Elric. Ce dernier dit par-dessus son épaule. Vaslis, tu peux compter sur ma protection. Et il ferma les portes de la cabine derrière lui. Debout sur le pont, le comte Saxif Dan exposait son noble visage aux embruns que faisait jaillir le vaisseau en fendant les flots à une vitesse surnaturelle. Vous m'avez traité de fou, prince Elric. Vous devez pourtant être fort versé vous-même en sorcellerie. Certes, je suis du sang royal et suis considéré comme expert dans mon propre monde. Mais dites-moi, ici, comment votre magie opère-t-elle? Médiocrement, je l'admets. Les distances entre les plans semblent beaucoup trop grandes. C'est exact, oui, c'est exact.
Mais voyez-vous, je les ai franchis. J'ai eu le temps d'apprendre à les franchir. Vous voulez dire que vous êtes plus puissant que moi? C'est un fait, n'est-il pas? Soit. Mais je ne pensais pas que nous étions sur le point de nous adonner à des tournois de sorcellerie, comte Saxif Dan. Oh certes non, mais si d'aventure vous envisagiez de me damer le pion par la sorcellerie, par exemple, vous y regarderiez à deux fois. Je serais stupide de songer le moins du monde à une chose pareille. Cela pourrait me coûter mon âme, ma vie, à tout le moins. En vérité, vous êtes réaliste à ce que je vois. Oui, je l'imagine. Alors nous pouvons, pour régler notre litige, procéder de façon plus simple. C'est un duel que vous proposez? Fit Elric surpris. Le rire du comte Saxif Dan ne fut pas sans gaieté. Certes non, certes non. Contre votre épée, elle garde son pouvoir dans tous les mondes, bien qu'à un degré variable. Je suis heureux que vous en soyez conscient, dit Elric d'un ton lourd de sens. En outre, Ajouta le comte Saxif Dan en s'approchant encore un peu du bastingage dans le bruissement de ses robes d'or, vous ne me tueriez pas, car moi seul détiens le moyen de vous faire échapper de ce monde. Peut-être choisirions-nous de rester, répondit Elric. Alors vous seriez mes sujets. Mais non, non, vous ne vous plairez pas ici. Je suis un exilé volontaire. Je ne pourrais regagner mon propre monde même si je le souhaitais. Il m'a beaucoup coûté, mon savoir. Mais je voudrais fonder une dynastie ici, sous le soleil bleu. Il me faut une épouse, prince Elric. Il me faut Gratiécha. Cette jeune fille a pour nom Vaslis, réaffirma obstinément Elric. C'est ce qu'elle croit. Alors c'est son nom. Je lui ai juré protection, de même que le comte Smjorgan. Protection nous lui donnerons. Il vous faudra nous tuer tous. Exactement, Dit le comte Saxif Dan de l'air d'un précepteur, enfin parvenu à guider un étudiant médiocre vers la solution correcte d'un problème. il va me falloir vous tuer tous. Vous ne me laissez guère le choix, prince Elric. Cela vous serait-il profitable? Certes, cela mettrait certains puissants démons à mon service pour quelques heures. Nous résisterons. Mais mes hommes sont nombreux. Je leur attache peu de prix. Ils finiraient bien par vous accabler sous leur nombre, non? Elric ne répondit pas. Mes hommes bénéficieraient d'une assistance magique, Ajouta Saxif Dan. il y en a qui périraient, certainement, mais bien peu, je pense. Le regard d'Elric était fixé au-delà de Saxif Dan, sur la mer. Il était sûr que le cheval les suivait toujours. Il était non moins sûr que Saxif Dan le savait. Et si nous livrions la fille? Oh, j'ouvrirai pour vous la porte pourpre. Vous auriez droit à tous les honneurs dus à des hôtes. Je veillerai à ce que vous soyez transportés sains et saufs de l'autre côté, et même jusqu'à quelque terre hospitalière de votre propre monde, car même la porte franchie, vous seriez encore en danger. Les pirates, les tempêtes. Elric semblait réfléchir. Vous n'avez que peu de temps pour prendre votre décision, prince Elric. J'espérais être déjà en cet instant de retour à mon palais de Faligarn. Je ne vous accorderai guère plus de délai. Allons, décidez-vous. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez que je puis pratiquer quelque magie dans votre monde, n'est-ce pas? Oui, vous avez appelé à l'aide quelque élémentaire de vos amis, je le sais. Mais à quel prix? Me défieriez-vous de front? Ce serait peu judicieux de ma part, répondit Elric. Smjorgan le tirait par la manche. Cessez ces palabres inutiles. Il sait que nous avons donné notre parole à la jeune fille et que nous sommes obligés de le combattre. Le comte Saxif Dan soupira. Il semblait sincèrement peiné. Si vous tenez absolument à perdre la vie, commença-t-il. J'aimerais savoir pourquoi vous attachez tant d'importance à la rapidité de notre décision, coupa Elric. Pourquoi ne pas attendre que nous ayons atteint Faligarn?
L'air calculateur, Saxif Dan riva ses yeux droit dans les yeux pourpres d'Elric. « Je pense que vous le savez, » dit-il d'une voix à peine audible. Mais Elric secoua la tête. « Je crois, messire, que vous surestimez mon intelligence. » Peut-être. Elric n'ignorait pas que Saxif Dan s'efforçait de lire dans ses pensées. Il fit délibérément le vide dans son esprit, et il lui sembla que l'attitude du magicien trahissait une certaine frustration. Et voici que soudain, l'albinos avait bondi sur son parent et lui portait un coup à la gorge du tranchant de la main. Le comte Saxif Dan fut pris complètement au dépourvu. Il tenta d'appeler à l'aide, mais ses cordes vocales lui refusaient tout service. Un autre coup, et il s'écroula sur le pont, sans connaissance. « Vite, Smurgan !» cria Elric. Et déjà, il s'était élancé dans le gréement. Il grimpa rapidement vers les vergues supérieures, suivi de Smurgan médusé. Au moment où il atteignait le nid de pie, il avait tiré son épée et la plongea de bas en haut à travers le garde-fou, de sorte que la vigie la prit dans l'aine avant de se rendre compte de ce qui lui arrivait. L'instant d'après, Elric tranchait les cordages, assujettissant la grande voile à la vergue. Déjà, un certain nombre des gredins qui composaient l'équipage de Saxif Dan se lançaient à la poursuite des deux hommes dans la mâture. La lourde voile d'or se détacha et, en tombant, entraîna plusieurs des pirates dans ses plis. Elric se hissa dans le nid de pie et précipita le mort par-dessus le garde-fou à la suite de ses camarades. Puis, il leva l'épée au-dessus de sa tête à deux mains, les yeux à nouveau perdus dans le vide, la tête dressée vers le soleil bleu. Et Smurgan, qui se cramponnait aux mains en dessous, frémit en entendant un étrange roucoulement s'élever de la gorge de l'albinos. D'autres coupe-jarrets avaient commencé à grimper, et Smurgan se mit à sabrer le gréement. Il eut la satisfaction d'en voir une dizaine dégringoler pour se briser les os et la nuque sur le pont, ou être engloutis plus loin par les vagues. Le comte Saxif Dan reprenait ses esprits, bien qu'il fût encore étourdi. « Imbécile! Imbécile !» criait-il sans qu'on pût savoir s'il appliquait cette épithète à Elric ou à lui-même. Elric psalmodiait son incantation. Sa voix devenait un gémissement rythmique qui donnait le frisson, et la force de l'homme qui l'avait tué affluait en lui et le soutenait. Ses yeux rouges semblaient étinceler de feu d'une autre couleur sans nom, et tout son corps frémissait pendant que les étranges runes prenaient forme dans une gorge qui n'était pas faite pour prononcer de tels sons. Sa voix, en poursuivant l'incantation, devint une plainte vibrante, et Smurgan, occupé à guetter d'autres marins qui tentaient d'escalader le grand mât, sentit s'infiltrer en lui un froid qui n'était pas de ce monde. Saxif Dan cria d'en bas. « Vous n'oseriez pas !» Il se mit à faire des passes magiques en l'air en dévidant sa propre incantation. Smurgan eut le souffle coupé. Un être fait de fumée prenait forme à quelques pieds seulement au-dessous de lui. Cette créature fit claquer ses babines, eut un sourire gourmand et tendit vers Smurgan tête chauve une patte qui devenait chère à mesure qu'elle s'avançait. En geignant, le comte lança de grands coups de taille en direction de cette patte. « Elric! Elric !» cria-t-il en grimpant plus haut jusqu'à empoigner le garde-fou du nid de pie. « Elric, voici maintenant qu'il lance des démons contre nous !» Mais Elric ne lui accordait aucune attention. Son esprit était tout entier dans un autre monde, un monde plus sombre et plus désolé encore que celui-ci. À travers des brumes grises, il aperçut une silhouette, et il cria un nom. « Viens, viens !» appela-t-il dans l'antique langage de ses ancêtres. « Viens !» Smurgan se mit à jurer. Le démon devenait de plus en plus tangible. Il faisait claquer des crocs rouges et dardait sur le comte des yeux verts. Il lui érafla la botte d'un coup de griffe. Quant au coup d'épée, aussi drus fussent-ils, il semblait n'en avoir cure. Il n'y avait pas de place dans le nid de pie pour Smurgan. Il se tint sur le bord extérieur, hurlant de terreur, réclamant désespérément du secours. Mais Elric continuait sa psalmodie. « Elric, mon Dieu! Elric s'en est fait de moi !» La patte du démon agrippa Smurgan par la cheville.
Mon Dieu, non, non, Elric! Le tonnerre gronda au large. Une boule de foudre fut visible une seconde puis disparut. Venant de nulle part, on entendit le martèlement des sabots d'un cheval, et une voix humaine poussa une clameur de triomphe. Elric s'affala en arrière contre le garde-fou et ouvrit les yeux juste à temps pour voir Smurgan tirer lentement vers le bas. Rassemblant le reste de ses forces, il se jeta en avant et se pencha très fort pour porter un coup de haut en bas avec Stormbringer. L'épée runique s'enfonça d'un trait dans l'œil droit du démon qui, avec un rugissement, lâcha Smurgan pour frapper la lame qui buvait son énergie. Et, sentant cette énergie transmise par la lame affluer en lui, l'albinos eut un rictus si effrayant que, pour un instant, Smurgan eut plus peur de son ami qu'il n'avait eu peur du démon. Celui-ci se mit à se dématérialiser, car c'était le seul moyen pour lui d'échapper à l'épée qui lui dérobait sa force vitale. Mais il y avait derrière lui d'autres sbires de Saxif Dan, et ils montaient assaillir les deux hommes dans un grand cliquetis de lames. Elric franchit de nouveau en voltige le garde-fou, et, en équilibre instable sur la vergue, se mit à sabrer leur agresseur en hurlant les vieux cris de guerre de son peuple. Smurgan était pratiquement réduit au rôle de spectateur passif. Il remarqua que Saxif Dan n'était plus sur le pont, et il lança à Elric une pressante mise en garde. « Elric, Saxif Dan, il est parti chercher la fille !» C'est Elric qui, à présent, passait à l'offensive contre les pirates, et ceux-ci, fort peu désireux de se frotter à la gémissante épée runique, allaient parfois jusqu'à sauter à la mer pour s'y dérober. Sautant promptement de vergue en vergue, les deux hommes reprirent bientôt pied sur le pont. « Que craint-il? Pourquoi n'utilise pas d'autres sortilèges ?» demanda Smurgan en haletant, tout en courant avec Elric vers la cabine. « J'ai évoqué celui qui monte le cheval, » lui répondit Elric. « Je disposais de si peu de temps, et je ne pouvais vous mettre au courant, sachant que Saxif Dan aurait lu mon intention dans vos pensées s'il ne pouvait le faire dans les miennes. » Les portes de la cabine étaient solidement fermées de l'intérieur. Elric s'y attaqua à grands coups de l'épée noire, mais se heurta à une résistance anormale. « Fermeture magique, » dit l'albinos, « et je n'ai aucun moyen de rompre ce sort. » Va-t-il la tuer ? Je ne sais pas. Il pourrait bien essayer de l'emporter dans quelque autre niveau de la réalité. Il faut que nous... Il y eut sur le pont un claquement de sabots, et l'étalon blanc fut là, cabré derrière eux. Seulement, il portait maintenant un cavalier, vêtu de pourpre vif et d'une armure jaune. Nu-tête, il avait l'air juvénile, bien que son visage portât plusieurs cicatrices anciennes. Ses cheveux blonds étaient drus et bouclés, et ses yeux d'un bleu profond. Il immobilisa sa monture en tirant fermement sur les rênes, et fixa sur Elric un regard perçant. « Est-ce vous, Melnibonéen, qui m'avez ouvert le passage ? » ?»« C'est moi. Alors je vous en remercie, bien que je ne puisse vous rétribuer. »« J'ai ma rétribution, » répondit Elric. Puis il entraîna Smurgan à l'écart, tandis que le cavalier se penchait en avant et éperonnait son cheval pour le lancer droit contre les portes fermées qu'il creva comme du coton pourri. Un cri affreux se fit entendre à l'intérieur. Puis le comte Saxif Dan, empêtré dans les multiples pans de ses vêtures d'or, se rua hors de la cabine et, arrachant une épée au cadavre le plus proche et jetant à Elric un regard chargé non pas tant de haine que de désarroi et de tourment, fit face au cavalier blond. Celui-ci avait maintenant mis pied à terre et sortait de la cabine en entourant d'un bras Vaslis toute frissonnante et en tenant de l'autre main les rênes de son cheval. Il dit d'un ton plein de tristesse. « Vous m'avez fait grand tort, comte Saxif Dan, mais ce que vous avez fait à Gratiécha est infiniment plus effroyable. À présent, vous devez payer. » Saxif Dan resta un instant sans réagir. Il inspira profondément et, lorsqu'il releva la tête, son regard était ferme. Il avait recouvert sa dignité. « Dois-je payer intégralement ?» fit-il. « Oui, intégralement. »« C'est tout ce que je mérite, » dit Saxif Dan. « J'ai échappé à mon sort pendant maintes années, mais je ne pouvais échapper à la conscience de mon crime.
C'est moi qu'elle aimait, vous savez. Moi, et non vous. Elle nous aimait tous les deux, je pense. Mais l'amour qu'elle avait pour vous, c'était son âme tout entière. Et je ne voudrais cela d'aucune femme. C'est vous le perdant, alors. Vous n'avez jamais su combien elle vous aimait. Seulement après. Comte Saxif Dan, vous me faites pitié. Le jeune homme confia les rênes du cheval à sa compagne, et il tira son épée. Nous sommes d'étranges rivaux, n'est-ce pas? Vous êtes resté toutes ces années dans les limbes à m'attendre, là où je vous avais exilé, dans ce jardin de Melniboné. Toutes ces années, oui. Seul mon cheval pouvait vous suivre. Le cheval de Tendrick, mon père, lui aussi de Melniboné, et lui aussi sorcier. Si j'avais su cela, alors, je vous aurais proprement oxy, et c'est le cheval que j'aurais envoyé dans les limbes. La jalousie vous affaiblissait, comte Saxif Dan. Mais à présent, nous nous battons comme nous aurions dû nous battre alors, d'homme à homme, par le fer, pour la main de celle qui nous aime tous deux. C'est plus que vous ne méritez. Oui, bien plus, acquiesça le sorcier. Et il leva son épée pour allonger une botte au jeune homme qui, à ce que devinait Smurgan, ne pouvait être que le prince Karolak lui-même. Le combat était réglé d'avance. Saxif Dan le savait, si Karolak l'ignorait. Quant à l'art de manier les armes, Saxif Dan était au niveau de tout noble melnibonéen. Mais il ne pouvait égaler le savoir-faire d'un soldat de profession qui avait défendu sa vie à maintes et maintes reprises sur le champ de bataille. Sous les yeux ébahis des forbans bouche bée, les deux rivaux, parcourant le pont en tous sens, se livrèrent un duel qui aurait dû être livré et conclu 2 siècles plus tôt. Pendant que la jeune fille, en qui tous deux voyaient manifestement la réincarnation de Gratiécha, les suivait des yeux avec autant de préoccupation qu'aurait pu le faire son modèle lors de la première rencontre de Saxif Dan dans les jardins de son palais avec le prince Karolak, il y avait si longtemps de cela. Saxif Dan se battait bien, et Karolak se battait noblement, car en maintes occasions il se refusa à profiter d'un avantage. Mais finalement, Saxif Dan jeta son épée et cria « Suffit! Je vous accorde votre vengeance, prince Karolak. Je vous laisse prendre la fille. Mais vous ne m'accorderez pas votre damnée miséricorde. Vous ne me volerez pas ma fierté. » Karolak acquiesça d'un signe de tête, fit un pas en avant et frappa droit au cœur de Saxif Dan. La lame pénétra d'un trait, et le comte Saxif aurait dû mourir sur le coup. Mais ce ne fut pas le cas. Il rampa sur le pont jusqu'à ce qu'il atteignît la base du mât, et il s'y adossa. Et, tandis que des jets de sang jaillissaient de son cœur blessé, il sourit. Il semble, dit-il d'une voix faible, que je ne puisse mourir tant j'ai longtemps soutenu ma vie par sorcellerie. En fait, voyez-vous, je ne suis plus un être humain. Cette pensée semblait loin de le ravir, mais le prince Karolak s'approcha et se pencha sur lui pour le rassurer. « Vous mourrez, promit-il, bientôt. »« Qu'allez-vous faire d'elle, de Gratiécha ?» ?»« Son nom est Vaslis, » répéta avec persévérance le comte Smjorgan. « Et c'est la fille d'un marchand de Jakor. C'est à elle de prendre cette décision, » dit Karolak sans faire mine d'avoir entendu Smjorgan. Le comte Saxif Dan tourna vers Elric des yeux vitreux. Il faut que je vous remercie. Vous avez amené là le seul homme qui pouvait m'apporter la paix, alors que je le craignais. Je me demande si c'est la raison pour laquelle votre sorcellerie s'est montrée si faible contre la mienne, dit Elric. Vous aspiriez peut-être à la venue de Karolak, qui vous libérerait de votre remords. Il se peut, Elric. Vous avez, semble-t-il, plus de sagesse que moi, en certaines matières. Et la porte pourpre, grommela Smjorgan. Peut-elle être ouverte? En avez-vous encore le pouvoir, comte Saxif? Je le crois, oui. Des plis de ses vêtements d'or souillés de sang, le sorcier tira un gros cristal qui brillait des couleurs profondes d'un rubis. Cela
Cela va non seulement vous conduire à la porte, mais vous permettre de la franchir. Seulement, je dois vous prévenir. Oh. Il fut interrompu par une quinte de toux. Le navire. Il haletait à présent. Le navire, comme mon corps, doit sa bonne conservation à des moyens magiques. Alors. Sa tête s'affaissa en avant. Il la releva au prix d'un immense effort et fixa son regard au-delà d'eux, sur la jeune fille qui tenait toujours les rênes de l'étalon blanc. Adieu, adieu, Gratiesha, princesse de Fwain Omeyo, que j'ai tant aimée. Les yeux restèrent fixés sur elle, mais ils étaient maintenant sans vie. Carolac se retourna vers la jeune fille. Quel nom te donnes-tu, Gratiesha ? On m'appelle Vaslis, lui répondit-elle. Elle tourna un visage souriant vers son visage juvénile couturé de cicatrices. C'est ainsi que l'on m'appelle, prince Carolac. Tu sais qui je suis ? Je le sais à présent. Veux-tu venir avec moi, Gratiesha ? Veux-tu être mon épouse enfin, dans les étranges territoires nouveaux que j'ai découverts au-delà des mondes ? Je veux bien venir, répondit-elle. Il l'aida à se mettre en selle sur son étalon blanc, puis y monta derrière elle. Il s'inclina pour saluer Elric. Je vous remercie, messire sorcier, bien que je n'eusse jamais imaginé être aidé par un membre de la lignée royale de Melniboné. Un certain humour se peignait sur les traits d'Elric. À Melniboné, on me dit souvent que le sang royal en moi est dénaturé. Dénaturé par la miséricorde, peut-être. Oui, peut-être. Le prince Carolac prit congé. J'espère que vous trouverez la paix, prince Elric, comme moi je l'ai trouvée. Je crains, hélas, que ma paix ressemble davantage à celle de Saxif Dan, dit Elric d'un air sombre. Néanmoins, je vous remercie de vos bonnes paroles, prince Carolac. Déjà, celui-ci, en riant, avait lancé son cheval en direction de la rambarde, qu'il franchit d'un bond, et il disparut dans l'océan. Le silence s'était fait sur le vaisseau. Ceux des forbans qui restaient s'entre-regardaient d'un air incertain. Elric s'adressa à eux. « Sachez ceci. J'ai la clé de la porte pourpre, et moi seul sais comment l'utiliser. Aidez-moi à manœuvrer le navire, et vous serez libérés de ce monde. Qu'en dites-vous » « On attend vos ordres, capitaine, » répondit un individu édenté en gloussant de joie. « C'est ce qu'on nous a proposé de plus avantageux depuis un siècle au moins. » Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gabi, comment mangera tout? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gabi, tout va en boire à tout.
quand tout sera le bas sur la